Épisode 5, Duane Barry, première partie, écrit et réalisé par Chris Carter. Alors c'est un épisode qui est fondateur à plus d'un titre. D'abord, il a été tourné pendant la grossesse de Gillian Anderson, donc ça va générer cette histoire d'enlèvement. Et puis c'est un épisode qui est extrêmement apprécié des fans, on va y revenir. Et c'est surtout la première incursion de Chris Carter en tant que réalisateur. Il n'a d'ailleurs pas choisi la facilité, puisque dans ses grandes largeurs, l'épisode est un huis clos, une prise d'otage, exercice de mise en scène puissante s'il en est. Par ailleurs, le pré-générique, qui est clairement de très bon niveau, va lui permettre de s'écarter du jeu en huis clos avec quelques flashs, des flashbacks, voilà, des expériences des aliens disséminées au cours de cet épisode. Alors, je préfère à titre perso ces moments un peu plus originaux que l'histoire de la prise d'otage elle-même. On a par exemple dans l'ouverture du prologue un plan assez original qu'on croirait être le point de vue d'un chien. On a une caméra au ras du sol dans une maison avec la télé en sourdine. On arrive près d'une gamelle, sauf que non, en fait, ce n'est pas un plan subjectif parce qu'un chien fait son arrivée et met à mal donc cette théorie. Alors je ne sais pas si ce plan est légitime ou non, c'est-à-dire pourquoi faire un plan qui semble subjectif. Mais cependant, il permet de lui donner du caractère, en fait, donner une ambiance un petit peu étrange à cette ouverture qui est donc une bonne entrée en matière. C'est sans doute aussi une référence à John Carpenter via The Thing, donc son grand chef-d'œuvre. Sauf que The Thing en fait avait une légitimité puisque le chien s'avère être plus qu'un chien. Donc je ne spoil pas, mais si vous avez vu le film, vous comprenez de quoi je veux parler. Alors, sinon les aliens qu'on voit dans ces flashs sont beaucoup plus visibles, même si la photo permet de rester dans ce côté un petit peu onirique. Ils sont interprétés par des enfants et c'est franchement pas mal fait du tout. Il y a le travail sur le son, une fois encore, qui permet d'appuyer l'angoisse. Et surtout, on a le jeu de Steve Raceback, très convaincant, donc dans le rôle éponyme de Duane Barry. Il est convaincant en tant qu'ancien du FBI qui a vrillé après avoir reçu une balle qui n'a pas pu être délogée dans un coin du cerveau et qui fera dire à certains sceptiques que sa paranoïa est due à ce handicap et non pas après avoir subi plusieurs enlèvements. Il apparaît tour à tour déséquilibré, fragile, imprévisible, violent, puis pétri de trouille. Alors c'est étonnant qu'il n'ait pas eu d'autres rôles très marquants. Après, son personnage est loin d'être sympathique, on évite la facilité. Duane Barry tue, il peut parfois être détestable. Plusieurs fois dans la série, d'ailleurs on aura des personnalités comme lui qui oscillent entre un rejet puis une certaine empathie. Alors parfois ça foire, comme dans le prêtre pédophile dans le second film toujours réalisé par Chris Carter. On essaye de le rendre sympathique avec sa dégaine de rocker anarchiste, mais ça reste un putain de pédophile et la seule façon à mon avis de rendre sympathique un pédophile, ça serait éventuellement de le crucifier et les donner en pâture au corbeau. Voilà. Alors, pour finir sur Steve Raceback, malgré sa prestation qui a marqué l'équipe, c'est Cissy Spounder qui décroche une nomination aux Emmys dans la catégorie meilleur second rôle féminin. C'est une actrice solide, à la carrière extrêmement riche, et que je retiens surtout pour une des meilleures séries policières de l'histoire de la télé, The Shield. D'ailleurs, il faut que je le note, il faut que je me la prenne en DVD, mieux en Blu-ray, parce que j'aimerais beaucoup la revoir. Alors le cœur de l'épisode réside donc dans cette prise d'otage qui est correcte, mais pas non plus d'une originalité incroyable dans son traitement. Carter joue peut-être la carte de la sécurité. Par ailleurs, il s'est beaucoup fait briefer par David Nutter, si j'en crois Wikipédia. Et Nutter, son moteur, c'est l'acteur, ça rime. Là-dessus, c'est réussi. J'aurais aimé plus d'audace d'un point de vue stylistique. Mais bon, Carter n'est pas Bowman. Faut savoir qu'en tant que réal, Carter s'est beaucoup cherché dans sa carrière, sans se trouver. Alors qu'X-Files, c'est dommage, ça permet aux réalisateurs en fait d'avoir leur style très affirmé. C'est très rare une série où la personnalité du réalisateur et du scénariste contamine autant un épisode. Encore une fois, je vous renvoie à l'épisode génial de William Friedkin, The Nightcrawlers, qui transpire du Friedkin, quoi. Même dans l'anthologie Master of Horror, alors c'est vrai qu'il y avait le segment par exemple de Carpenter. On ressentait un petit peu du Carpenter, mais c'était déjà un Carpenter qui était en pré-retraite. Formellement, on sent vraiment la limite du budget.
Bon, c'est pas grave. Ensuite, on va donc aborder directement le second épisode qui est appelé Ascension ou Ascension. Voilà, mon anglais est très approximatif, vous m'excuserez en VO. En français, c'est John Barry partie 2 tout simplement, et c'est écrit par Paul Brown et réalisé par Michael Lange. Il repose d'ailleurs plus sur l'action cet épisode et du suspense, hein, avec la fameuse scène du téléphérique. Et on a aussi quelques scènes touchantes avec la mère de Scully. Carter n'est pas le réalisateur et ça se sent. J'aime beaucoup Michael Lange, c'est un réalisateur qu'on oublie dans la série. J'avais beaucoup aimé Vengeance d'Outre-Tombe, L'Église des Miracles, donc ce deuxième opus de M. Barry, et puis L'Homme Invisible qui interviendra en saison 4 de Souvenance. Puis d'ailleurs, j'avais parlé de Vengeance d'Outre-Tombe aussi qui naviguait dans les différents genres, et il faut savoir que ce deuxième épisode est assez imprévisible, puisqu'après la scène du téléphérique, on a l'arrêt de John Barry et son interrogatoire musclé. On passe comme ça donc d'un genre à un autre sans qu'on soit gêné, c'est limpide, donc comme Vengeance d'Outre-Tombe. Michael Lange semble vraiment extrêmement à l'aise, hein, pour passer comme ça d'un style à un autre. Et puis bah, c'est ce deuxième segment, hein, qui permet de confirmer l'enlèvement de Scully, qu'on ne verra pas beaucoup, hein, bah, tout simplement pour permettre à l'actrice d'accoucher sereinement, quoique son congé maternité est extrêmement court. Alors, on va ainsi avoir un Fox Mulder en mode dépressif, mal rasé, un peu plus dur dans le caractère, un peu plus mou aussi, moins marrant. Duchovny, encore une fois, que je ne trouve pas exceptionnel comme comédien, il a un registre limité, et là je trouve que ça marche un peu moins, et dans l'humour pince sans rire, disons, je trouve qu'il trouve davantage ses marques. Alors globalement, c'est pas mal du tout. Voilà, donc je suis pas aussi fan que les autres, que les fans de la série. Beaucoup d'adorateurs donc placent John Barry très très haut dans leur palmarès, et bah, heureusement qu'on n'a pas tous les mêmes goûts, j'ai envie de répondre, et heureusement que ça peut évoluer avec l'âge. On notera que Krycek, dont j'ai pas parlé d'ailleurs, hein, dans les chroniques jusqu'à maintenant, bon déjà pour l'instant il n'a pas grand chose à défendre, il était déjà apparu pour la première fois dans l'épisode Insomnie. C'est un personnage qui remplace un petit peu Scully au début, qui est donc mis en retrait pour les raisons qu'on sait. On le voit, on comprend vite en fait qu'il sert d'informateur et qu'il a un double jeu. Dès le début d'ailleurs, il encombre Mulder. Mulder, lui, par contre, il comprend vite, trop vite même, hein. Et c'est dans la seconde partie de John Barry qu'on voit en fait qu'il franchit la ligne, hein. Il tue un innocent pour servir les intérêts de l'homme à la cigarette, et donc une organisation qui est encore un concept de notre tête. On ne pige pas trop les intérêts. Il se base sur des mégots pour corroborer son intuition que Krycek est de mèche avec l'homme à la cigarette. Donc voilà, c'est un petit peu rapide, je trouve, pour le mener sur la bonne piste. Et donc aussi qu'il soit responsable de la mort de l'agent du téléphérique. Mulder va le dire à Skinner, hein, on dirait presque un gamin qui va aller rapporter au proviseur. Et puis bah depuis, Krycek ne reviendra plus au FBI, puisqu'il devient fugitif et vivra donc pleinement dans la clandestinité. Voilà, et bien écoutez, je n'ai rien de plus à dire, donc c'est tout à fait sympa, voilà, bon c'est pas non plus pour moi au firmament, mais j'ai envie de dire au suivant.